l'association toulousaine Parle avec elle présente Parle avec les pépites, à l'occasion du 7e marché des créatrices. Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. C'est pas souvent qu'on a un espace pour pouvoir montrer nos créations et partager aussi entre nous toutes et voir qu'on n'est pas seul. Un cachivache est une chose cassée ou inutile. C'est vraiment un acte magique. Une tentative de capter, de faire durer l'instant. Se lever tous les jours en se disant « Ah, c'est génial, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui et qui va pouvoir peut-être plaire aux gens ?» Partir à la rencontre de celles qui ont décidé de se lancer, d'inventer, de donner vie à leurs émotions au travers de leur création. Elles sont bijoutières, plasticiennes, couturières, cachivartistas, coachs de vie, ébénistes, épicières ou encore céramistes. Des parcours, des âges, des origines diverses, mais une même envie de travailler de façon singulière et apporter sa pierre à l'édifice de notre société tremblante. Au micro, Oriane Marty. Épisode 3, où il est question de sens donné à la création et de transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre Marily, Océane, Gabriella et Léna. Marily est graphiste et illustratrice. Elle a débuté son activité à la fin du premier confinement. Océane est une artiste intéressée par tout type de médium qui exerce depuis plusieurs années. Gabriella est mexicaine et cachivartiste, une définition qu'elle établira elle-même au cours de l'épisode. Elle est arrivée en France en mars 2020. Pour finir, Léna est couturière et design des vêtements sur demande. Elle n'a pas encore lancé son activité. Ces entretiens ont été enregistrés pendant le 3e confinement, en avril 2021. À Matignon, depuis octobre, on a jugé ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Pendant 6 mois, donc, les lieux de culture sont restés portes fermées. Et on a tous en tête l'absurdité des rayons livres des supermarchés transformés en scènes de crime par des bandeaux d'interdiction. L'incompréhension des galeries d'art autorisées à rester ouvertes parce qu'elles vendent et des centres d'art immenses, fermés. Cette situation a réveillé des vieilles angoisses un peu enfouies concernant le désamour de notre société avec la création artistique. Et même si ça ne date pas d'hier, vous imaginez aisément qu'à ce moment, ça gamberge sévère dans la tête de nos créatrices. Première partie, flou artistique. C'est dur de voir que pour la société, l'art, c'est pas essentiel. Gabriella. Et surtout quand nous, on veut vivre de ça. Tu commences avec cette idée de ça va être pas facile, c'est pas un vrai métier, comme tu vas gagner l'argent suffisant pour. Après, je pense qu'on peut résister et trouver des façons de voir que l'art est très essentiel. Le rapport à l'illustratrice, il est un peu dans « mais toi, ton boulot, c'est quoi ? Tu fais des dessins ?» C'est souvent ce qu'on m'a dit. Marily. Et puis, pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, on se demande « qu'est-ce que je fais de mes journées ?» Voilà. On ne peut pas regretter en fait de vouloir créer ou de vouloir entreprendre. Parce que dans notre société, j'ai l'impression qu'on ne nous donne pas en fait la possibilité de voir grand, mais plutôt voir petit. Et justement, moi, j'aimerais voir grand. Ce serait bien. Et de ne pas me limiter à ce qu'on me présente en fait. Léna. Il est important, je pense, dans la vie, et d'autant plus dans le nouveau contexte actuel, d'être passionné par ce qu'on fait en fait. Parce que on va passer une grande partie de notre vie à travailler. Et je me dis, je n'ai pas envie de travailler pendant plusieurs années dans un métier en fait qui me plaît pas, et d'autant plus pour quelqu'un qui ne va pas forcément reconnaître ou valoriser mon travail. Il y a des pensées limitantes de toute façon qui sont là, du fait de se dire que j'ai pas l'expertise, je me dis j'ai pas fait de formation, même si ça veut rien dire, mais c'est quand même une petite pensée qui est toujours là. Ce qui peut être aussi compliqué, c'est de savoir
le besoin. Parce que derrière, je peux pas créer juste parce que ça me fait plaisir. Il faut aussi qu'il y ait un besoin sur le marché. Et là, ça, c'est aussi un défi. Faut composer avec ses doutes aussi. Je suis une femme, je suis toute seule, j'ai cette étiquette d'artiste. Et puis, il y a une autre question, c'est comment je vends mon art, en fait. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que quelqu'un va me l'acheter ? Pourquoi on me l'achèterait, en fait ? Le pseudo-syndrome de l'imposteur, au départ, c'est... Voilà, on y est, et puis il faut composer avec au départ. Donc, on grandit, on monte les étapes, les marches une par une. Et au final, on se prouve aussi à nous-mêmes que c'est possible. Mais il y a une sorte de cheminement intérieur. En fait, être entrepreneur, je pense que c'est ce qui te met le plus face à toi-même. Face à tous tes questionnements et tes contradictions intérieures. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je me suis pas du tout pensée comme passeuse de savoir ou de savoir-faire ou de je sais pas quoi. Pendant très longtemps, c'est aujourd'hui que je me pense comme ça. Parce que je sais que j'ai des choses à transmettre et à partager. Océane. Avant l'atelier, où j'étais complètement fébrile parce que j'avais tellement peur de me confronter à des gens, imagine, des gens qui viennent et qui attendent quelque chose de toi. Mais en fait, les gens, ils sont tellement riches en eux-mêmes qu'il suffit de leur donner trois matériaux, 3 outils et ils démarrent tout seuls. Et il faut passer à l'acte. Enfin, faut se mettre en action pour se rendre compte de ça et pour dédramatiser. Mais ouais, ça, c'est une grande peur pour moi. Mais le plus dur, en tout cas, moi, le plus dur, c'est de me lancer. Pour l'instant, je continue, en fait, de me former sur les différentes tâches sur lesquelles je serai amenée à travailler. Et après, je me dis, va falloir sauter le pas, et ça, c'est pas forcément facile. Dans le contexte actuel, on se dit, et si demain, on est confiné, comment je fais ? Et donc, il faut penser aussi à ça. C'est vrai que j'ai pas arrivé à un moment où je vis de l'art quand je voudrais, mais aussi je sais que c'est une décision, et je veux être ferme, parce que c'est ça que je veux faire. Du coup, même si c'est difficile, je sais que je peux trouver des options de chemin. Et par exemple, cette marché, je sais pas, toujours il y a des petits trucs que je commence. Et aussi, j'ai fait des ateliers artistiques dans un café associatif et j'ai commencé à faire des petites rencontres de gens. Mais oui, c'est difficile, mais aussi je sais que c'est une décision que je suis fière d'elle. Et je me suis dit, je suis dans un pays nouveau. Peut-être c'est le moment de commencer aussi dans un nouveau métier. Ouais. À l'écoute de ces témoignages, il apparaît assez clairement que la représentation sociétale de l'artiste reste encore un point de tension. La figure artistique souffre toujours de l'étiquette que l'ère industrielle lui a collée, un parasite qui ne produit pas de bien utile. Que ce soit naïvement, de façon rationalisée, pour exorciser sa façon de ressentir le monde, créer n'est-il pas finalement une étape indispensable de l'enrichissement personnel ? On pourrait trouver une forme de réponse dans ce que l'on considère comme la plus vieille forme d'art connue, les peintures rupestres des grottes préhistoriques. L'humanité a toujours ressenti le besoin de représenter ce qui l'entoure pour se sentir exister. Et puis si on s'autorise à philosopher 2 minutes et qu'on fait un pas du côté de l'étymologie, ce qui est essentiel est ce qui touche à l'essence, c'est-à-dire qui constitue sa nature profonde. Deuxième partie, marquer le monde pour permettre de le comprendre. J'ai toujours aimé le mot en espagnol cachivaches, babiole en français, malgré sa connotation péjorative. Selon l'Académie royale de la langue espagnole, un cachivache est une chose cassée ou inutile. Son origine vient de cacho, bout, morceau de quelque chose. Et si au-delà du vieux bric-à-brac, il y avait des cachivaches qui seraient des morceaux de notre être,
Ici ma tentative de redéfinition. Cachivaches, morceau de notre être et de la vie elle-même, inutilement beau. Quand j'étais petite, je voulais être peintre et découpeuse. Aujourd'hui, je suis cachivartiste, quelqu'un qui fait de l'art avec des babioles et qui peint et qui découpe. C'est une chose qui m'accompagne depuis que je suis petite. Je suis une fille unique, ouais. Du coup, peut-être, et la majorité du temps, j'étais avec moi-même. Je suis une personne que je suis très bien. J'adore ma solitude. C'est pas que j'aime pas les gens, mais je suis très bien avec moi. J'adore les temps que j'utilise pour dessiner, pour être avec moi. Je sais pas, c'est vraiment un besoin. C'est l'art qui me fait la plus heureuse du monde. Je suis née de parents qui se sont rencontrés aux Beaux-Arts. Donc je pense que c'était toujours un peu là, quoi. Déjà, on m'a donné des crayons. Bon, ça, c'est mon histoire. C'est, voilà. Il y a des enfants qu'on range devant les dessins animés. Il y en a, on les range avec un papier, un crayon, et ça fait le même effet. Et ça fait le même effet immédiatement. Ça fait pas forcément les mêmes comportements après quand on grandit. Quelque part, je pense que je ne suis jamais vraiment sortie. Je me suis surtout jamais autorisée à en sortir. J'ai eu plein d'autres désirs, plein d'autres envies jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais que là, je suis sur mon terrain. Donc j'y reste. Mais on est très inégaux par rapport à ça, en fait. Je me rends surtout compte que quand ça prend de la distance dans ma vie, je me sens moins bien, quoi. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'avoir une machine à coudre, mais j'en ai jamais eu. donc, ça s'est un peu, cette envie-là, il s'est un peu évanoui. Et quand j'ai eu la possibilité de m'offrir une machine à coudre, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Ça me permet aussi de m'épanouir, parce que c'est vrai que lorsque je suis devant ma machine à coudre, plus rien n'existe autour de moi. Donc, ah ouais? Oui. Il peut s'en passer des choses autour de moi. Je suis tellement concentrée que je vois pas le temps passer. Tu fais partie de ces gens qui oublient de se nourrir? Ça m'arrive, oui. Oui, ça m'arrive. Même si des fois, il faut quand même, parce que je commence à avoir des maux de tête. Mais oui. Je pense que l'art, c'est pour nous-mêmes. Et je pense que c'est une façon de se guérir, de manger des expériences. Je sais pas, les mauvaises, mais aussi les belles. Par exemple, la neige. C'est une chose que je suis connue en France. Et la première fois que j'ai vu neiger, j'ai pleuré, quoi. J'étais très contente. Du coup, si je dessine quelque chose de la neige, c'est une chose que je veux garder. Et quand je dessine, c'est comme si je le vis pour une autre fois. C'est comme un petit trésor. Ça me permet de choisir un moment et d'être plus légère. C'est une autre manière de m'exprimer. Moi, j'essaye de collecter des choses dont j'ai envie de rendre compte un peu. Qu'est-ce que c'est ma collection du monde? Il y a des portraits de femmes ou d'hommes de tout type de physique, parce que je trouve ça ultra riche en fait, que ce soit le physique d'un animal et savoir pourquoi, d'où vient l'origine d'un physique ou d'un vêtement ou même d'un animal. En fait, on a tous une histoire, on sait tous pourquoi on est comme ça et d'où on vient, et un dessin peut en dire beaucoup, en fait, peut la raconter, sans pour autant avoir besoin de mots pour cela. Ouais. Je me suis souvent posé cette question-là, justement, mais toi, qu'est-ce que t'apportes au monde? Est-ce que c'est pas juste que tu produis encore autre chose où ça n'a aucun sens, au final, de produire autre chose pour produire un truc qui passe par toi? Au final, je me dis juste que moi, je suis peut-être un canal de perception, justement, et je retranscris ce que je contemple et la beauté du monde. Donc c'est un peu comme si j'étais un témoin qui donne sa vision de la vie et des choses, quoi. Alors ça fait un peu pompeux dit comme ça, mais c'est pas le but, c'est vraiment de manière très humble que j'essaye de le faire. Je me dis juste que, voilà, je partageais ce regard-là parce que je pense qu'il peut parler à certaines personnes, il peut peut-être même sensibiliser certaines personnes. Voilà, tout simplement. Je sais pas si j'apporte quelque chose, mais j'ai envie.
J'ai envie que mon passage sur Terre, ça puisse être un élément fertilisant, quoi. Enfin, fertilisant, c'est pas peut-être le mot, mais voilà, j'ai pas envie que ça soit du Roundup, quoi. Moi, j'ai envie de construire, d'édifier, de créer, et j'ai pas envie de détruire. Mais moi, ce dont je suis convaincue par l'expérience, c'est que créer, c'est une manière extraordinaire de se sentir vivre, quoi. Et ça, j'ai envie de le partager au maximum, par tous les moyens possibles, et à commencer par m'autoriser, moi, et je pense que c'est comme le féminisme, c'est un combat permanent, c'est jamais gagné définitivement. Ancrer ça dans son quotidien et s'autoriser à dessiner un peu, même si c'est 5 minutes dans une semaine. Se permettre ça, se foutre la paix sur un maximum de choses et se dire, ben ouais, j'ai droit. Je pense que le bon qu'on s'accorde à soi-même, ça nous permet de nous déployer, ça nous permet d'occuper notre pleine place et ça diffuse forcément, ça rayonne. C'est presque un devoir, en fait. L'art, c'est une façon de partager des choses et de voir qu'on a vécu des fois les mêmes choses, qu'on n'est pas seul. On doit parler des choses pas trop jolies tout le temps. Le fait de les violences aux femmes, tout ça, c'est pas joli, mais c'est une réalité. Du coup, c'est nécessaire je pense que aussi l'art permet de visibiliser plein de choses. Cette besoin d'être courageux, c'est parce que des fois, pas tout le monde va être content avec qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. C'est nécessaire de partager ça et que des autres femmes, je sais pas, de les toucher. La création, pour moi, c'est vraiment donner vie à quelque chose d'abstrait. J'aime beaucoup les couleurs. C'est-à-dire que je veux être plus attirée par les tissus colorés, flashy, parce que pour moi, en fait, toutes ces couleurs, en fait, m'évoquent beaucoup des émotions, on va dire, et des énergies positives, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça reflète aussi ma personnalité, parce que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de spontané, qui aime bien rigoler, et c'est tout ça aussi que je sais transmettre au travers de mes créations. Une émotion, je pense elle peut être transmise par une image assez facilement, en fait. En fait, c'est un peu interculturel, du coup, de dessiner, intergénérationnel même, en fait. Un dessin, il peut toucher plein de personnes. Quand je donne un cours de dessin, j'essaye de transmettre déjà à mes élèves de réapprendre à regarder les choses. Et c'est aussi un prétexte pour se rencontrer soi. Quelle est ta manière de regarder au final ? La manière de regarder de quelqu'un qui est autre que moi n'est pas ma manière de regarder, d'appréhender les choses. Et du coup, ça fait une vision singulière, en fait. Et c'est ça qui est génial à la fois. Tout l'objet de mon projet, en fait, professionnel, c'est vraiment d'aller tisser des liens avec différents types d'art. Si on considère que ma base, c'est l'image, je vais aller tirer des fils vers la musique parce que j'aime ça, même si je suis pas spécialement compétente là-dedans. Je vais aller tirer des fils vers l'écriture parce que ça fait partie de mes pratiques aussi, parce que ça fait sens dans les croisements, je crois. Ça fait sens dans le métissage. Je travaille à partir de bois flottés, d'éléments... de déchets récupérés un peu, à la base récupérés sur les plages, donc du plastique qui a été un peu lessivé, qui a gardé des couleurs un peu ternies. J'aime bien récupérer tout ça, pas que du bois, mais aussi plein d'autres types de matériaux qui ont été un peu nettoyés par la mer, quoi. Et fabriquer ce qui me vient à partir de ça. Ce qui me vient, c'est souvent des mobiles, c'est des sculptures avec plein de matériaux différents. Il peut y avoir du bois, du plastique, du tissu, du papier, de la laine. Voilà, j'aime bien voir comment dialoguent les matériaux entre eux, en fait. Comment on rend la vie à ce qui paraît ne plus en avoir. Les ateliers que j'ai envie de proposer dans un premier temps, c'est on est ensemble, mais on peut aussi faire œuvre solitaire, mais on peut revenir aussi à du projet collectif et ainsi de suite à l'infini. C'est stimuler l'art d'être vivant, voilà. Dans ma création artistique propre, je me nourris de cet état d'esprit-là
Et en même temps, j'ai vraiment besoin que ça puisse être aussi un service que j'apporte à autrui. Vous venez d'écouter le 3e des 5 épisodes de la série Parle avec les pépites. L'association Parle avec elles tenait à remercier les structures partenaires pour leur soutien précieux, ainsi que tous les bénévoles et les équipes qui ont participé à l'organisation du marché. Merci également aux créatrices pour leur temps et leur ouverture. Parle avec les pépites, un podcast produit par Parle avec elles et réalisé par Écran Sonore. Réalisation éditoriale et montage, Oriane Marty. Mixage et sound design, Grégoire Moussard. Retrouvez le 4e épisode, l'atelier Sony, lundi prochain. En attendant, tout l'univers d'Écran Sonore vous tend les bras sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Art, patrimoine, société, une narration sensible et enrichissante.